Merci beaucoup, c'est un honneur pour moi de venir, en plus venir à Genève alors que je suis en France. Enfin, il y a quelque chose quand même, comme un pas de côté que je trouve, on se disait avec un ami, on disait mais pourquoi est-ce qu'on est toujours, on se sent bien quand on va dans un autre pays, un pays voisin qu'on croit connaître, qu'on ne connaît pas, peut-être pour vérifier quelques préjugés qu'on a sur le pays. Donc c'est un vrai plaisir. Et je dois dire que j'ai passé une très bonne journée. J'ai failli m'endormir un peu plus cet après-midi, parce que j'ai fait une petite sieste quand même, je suis le bien-être. J'ai failli m'endormir un peu plus. Je me suis dit finalement, est-ce que vraiment je vais y aller si je profitais un peu plus? Mais après, pourquoi je suis venu une fois que pourquoi ne pas rester dans ma sieste? Parce que effectivement, le bien vivre, c'est le bien vivre ensemble en fait. C'est tenir ses engagements, c'est rentrer en relation, c'est être avec autrui en se sentant responsable. Donc ça me faisait rentrer tout de suite dans la question d'aujourd'hui, enfin, puisque vous avez vu, le titre, c'est bien-être ou bien vivre, parce qu'on dit souvent, on m'a demandé souvent des conférences ou des accompagnements sur le bien-être au travail, et finalement ça me gênait un peu qu'on parle du bien-être hein, à propos du travail, cette collusion entre deux sens, bien-être et travail, je trouvais que c'était un peu hétérodoxe, un peu bizarre. Alors, je voulais réfléchir à cette distinction avec vous entre bien-être et bien vivre. Je dis bien-être, ça renvoie. Enfin, vous savez, à Paris, alors peut-être à Genève, c'est pas le cas. À Paris, il y a plein de salons de massage où il y a marqué bien-être. Donc, ça renvoie au massage, ça renvoie à la relaxation, ça renvoie à la détente, ça renvoie peut-être, et moi je dirais fondamentalement, ça renvoie à la solitude. Peut-être une solitude assumée, une belle solitude, une bonne solitude, c'est-à-dire se sentir bien dans ses pompes, dans son corps, dans son être. Ça ne renvoie pas tellement au collectif, le bien-être. Hein. Bien-être ensemble, c'est plus difficile. Donc le bien-être, alors en espagnol, on fait la différence entre ser et estar. Et ser, c'est plus ontologique, c'est plus lié à l'être en tant que permanence. Et puis estar, c'est plus lié à l'existant ou à l'existence. Hein. Mais en français, on n'a pas cette distinction, donc je pense que ça renvoie à une essence. Bien-être, est-ce qu'on peut se retrouver soi, c'est-à-dire rassembler ou être en accord avec soi, être en harmonie avec ses différentes facultés, avec ses différents désirs? Peut-être c'est ce mythe-là, des fois, qu'on poursuit en disant mais on va pouvoir réunifier cet éclatement dont notre quotidien est la cause, dont nos activités diverses et variées, dont nos rôles sociaux sont la cause. On va pouvoir réunifier tout ça et se retrouver intègre, entier, unique et singulier. Et c'est peut-être ça qu'on cherche dans ce qu'on appelle le bien-être. En général, ce bien-être de la détente et de la relaxation, que je trouve indispensable, hein, je ne veux pas le péjorer, ce bien-être, évidemment, si c'était ça notre vie de tous les jours, si c'était ça une journée entière, ça nous serait insupportable. Donc finalement, je me disais, il y a une recherche de conciliation, certes, du travail avec ce bien-être, c'est-à-dire ne pas se perdre, pouvoir se reposer, pouvoir se mettre en suspension et retrouver qui on est au singulier, mais il me semble que plus encore, il y a une recherche de bien vivre, au sens de se sentir vivant, avec soi et avec les autres. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette orientation-là? Donc ce bien vivre, il parle davantage de vie en communauté. Alors le mot communauté, il faut le mettre entre guillemets parce que des fois il n'a pas bonne presse, mais vivre avec les autres dont on se sent responsable et dont on se sait responsable, pour moi ça, et bien vivre avec eux, il me semble que ça, ce serait notre quête au quotidien, quand on parle, il y a plein de mots qui vont avec, quand on parle de reconnaissance, quand on parle peut-être même de justice ou d'égalité. Alors c'est cette quête-là. Alors évidemment, on sait bien qu'on est multiple, on sait bien qu'on peut vouloir être juste et être très injuste, et que ce n'est pas forcément incompatible. Hein. Bref, c'est aussi le bien vivre fait appel à notre multiplicité d'être, mais aussi d'existant, à notre multiplicité d'exister parmi et avec les autres. Bon, c'était dans ce sens-là que j'avais envie d'aller chercher le rapport avec le travail. Mais auparavant, je voulais faire une petite parenthèse quand même sur, finalement, c'est quoi un être humain? Alors, on m'a dit qu'il fallait que je parle tout seul pendant la première partie. Et donc, je voudrais parler avec vos yeux, mais je vais être obéissant. Enfin, vous pouvez tricher un peu quand même. Hein.
Alors, c'est quoi un être humain? Je me dis, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire être un être humain? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, j'ai vu 3 dimensions qui peuvent être distinguées pour la réflexion, qui ne le sont pas en réalité. 3 dimensions au moins, mais après, en me baladant dans les stands tout à l'heure, j'en ai appris une autre. Je me disais, un être humain, c'est un corps. Alors, un corps, ça contient tout. Mais dans un hôpital, en plus, où on cherche à soigner les corps, plus que les âmes, on verra. C'est un corps, et là, aujourd'hui, effectivement, je me rendais compte que les ateliers étaient quand même consacrés à ça. Vous avez un corps. Alors, je sais pas, je me rappelle d'un médecin du travail qui disait à quelqu'un qui était en burn-out et qui travaille la plupart du temps devant un ordinateur, dit, quand vous êtes devant un ordinateur toute la journée, 8 heures par jour, vous êtes un handicapé physique, c'est exactement la même posture que quelqu'un qui est dans une chaise roulante. Vous avez 2 jambes, eh bien, utilisez-les. Oui, avoir un corps, ça signifie peut-être effectivement sentir à quel point ce corps nécessite du mouvement, de l'oxygène, des sensations multiples et variées, et peut-être même de la dépense. Effectivement, la dépense que le corps, l'ordre de dépense que le corps reçoit quand il est devant un ordinateur, c'est vrai, on n'y répond pas beaucoup. On répond avec un clic et on ne se dépense pas beaucoup. Alors on est tous un peu dans ce cas-là. Pas tous, non. Il y a les infirmières, par exemple, elles ne sont pas dans ce cas-là. Non, elles bougent tout le temps. Elles bougent peut-être dans des univers un peu confinés. Ce serait bien qu'elles emmènent leurs patients dehors se promener. Mais vous savez que j'ai entendu dire, dans un hôpital dans lequel j'ai travaillé, ils disaient maintenant, c'est très important pour nous, ça fait partie de notre recherche sur l'humanisation de l'hôpital, c'est très important pour nous de faire en sorte que ceux qui le peuvent, les patients qui vont être opérés, aillent en salle d'opération debout. Ceux qui le peuvent, évidemment, il y en a qui ne peuvent pas. Parce que jusque-là, jusqu'à présent, et depuis des lustres, probablement, on a toujours emmené les patients en salle d'opération allongés. Mais est-ce que techniquement, on pouvait faire autrement? Oui, apparemment, dans cet hôpital, ils disent que oui. Pour eux, ça avait un sens de donner cette place. Alors, ce n'est pas seulement au corps vivant, au corps mouvant, au corps intègre, au corps libre. C'est aussi ça. L'emmener, qu'il aille debout, c'est qu'il est libre. Alors, du coup, ça me fait glisser vers l'autre dimension. Qu'est-ce que c'est qu'un être humain? Un être humain, c'est un sujet. Non, celui-là, je vais le laisser en dernier. Un être humain, c'est un individu. Alors tout à l'heure, je suis passé au stand qui s'occupe de la prévention ou de l'accompagnement. Voilà la personne que j'ai vue, de l'accompagnement des harcèlements. Ou comment? Et alors voilà, c'était le mot que j'ai appris. Enfin, je ne l'ai pas appris, mais il m'a été remis en conscience. Dire effectivement, avec individu, peut-être qu'on peut penser personnalité. Là encore, on retrouve du singulier, comme le corps. On retrouve du singulier, de l'unique, peut-être d'ailleurs de l'indécalcable de ce côté. Même si pour faire de la médecine, il faut bien décalquer. C'est ça qui est le paradoxe de la médecine, c'est qu'on reconnaît l'existence du sujet singulier, de l'individu singulier et indivisible, et en même temps, on n'a pas arrêté, dans toute l'histoire de la médecine, vous allez me dire si je dis des bêtises, de le couper en morceaux et surtout de faire des statistiques pour voir en quoi cet homme-là ressemble à celui-là. Et si on n'avait pas ça, on ne pourrait pas faire de médecine probablement, s'il fallait penser des traitements individualisés, purement individualisés. Mais pourtant, on y vient quand même. Et donc, qu'est-ce qu'un corps, qu'est-ce qu'un individu? Alors on pourrait dire, qu'est-ce qu'un individu au travail? Un être humain indivisible. Et là, tout de suite, ça se heurte à quelque chose d'assez fondamental du travail, c'est que le travail ne fait pas souvent, il me semble, est fondé sur 2 principes, en tout cas dans la loi française, il est fondé sur 2 grands principes, qui sont la division du travail et la subordination. Je parlerai de la subordination tout à l'heure en parlant du sujet.
Mais la division du travail, évidemment, elle fait pas affaire ou elle n'a pas à voir avec l'individu indivisible, l'individu entier, totalité, et souvent d'ailleurs totalité infinie, c'est-à-dire qu'on ne sait pas jusqu'où ça va. Je me rappelle de managers, de dirigeants qui me disaient « l'homme est vraiment imprévisible ». C'est insupportable. Les machines, on arrive au moins à les prévoir. On sait même que sans maintenance comme ça, on aura des pannes. Enfin bref, il peut y avoir toute une prévision sur ce qui va nous arriver avec la machine, alors que l'homme est quand même assez imprévisible. Et l'homme au travail, n'en parlons pas. Il a des désirs des fois qui surgissent au-delà de ses fonctions, au-delà de ses attributions. Donc, et pourtant, tout le travail salarié, en particulier salarié, c'est fondé sur une idée de division. Je ne sais pas comment c'est aujourd'hui pour vous dans un hôpital, s'il y a une grande division du travail. Non, je n'ai pas le droit de parler avec la salle. Mais je me disais peut-être que le bien-être, le bien-vivre, son travail, alors ce n'est pas tout à fait le bien-vivre au travail, c'est le bien-vivre son travail, peut-être que ça passe tout le temps par le fait de pouvoir repenser comment on peut être un individu indivisible, c'est-à-dire faire usage de la multiplicité de ses facultés et sortir évidemment de temps en temps de ses spécialisations. Car le travail nous spécialise, nous met dans un monde plutôt que dans un autre. Il y a des gens d'ailleurs qui font de leur passion leur travail, et là souvent ils ont pris une conscience de ce dont ils étaient capables plus ample. Il y a des gens qui ne font pas du tout de leur passion leur travail, et dans ce cas-là ils attendent d'être sortis du travail pour user d'autres facultés. Mais il me semble que, globalement, bien vivre le travail, c'est quand même ne pas rester enfermé dans une seule dimension de sa personnalité. C'est ne pas avoir les deux pieds dans les mêmes sabots, en quelque sorte. Et c'est vrai que là, il y a une réflexion. Je pense par exemple qu'aujourd'hui, les entreprises libérées, ce qu'on appelle les entreprises libérées, je ne sais pas si vous avez vu ce film sur Arte qui s'appelait Le bonheur au travail et qui qui allait voir plusieurs entreprises qui avaient décidé de repenser l'organigramme, de repenser les hiérarchies, de repenser le rapport de chacun à sa communauté de manière à ce que on n'aille pas au travail seulement pour répondre à une attribution, mais que aussi on se sente responsable des contributions possibles de son travail au travail des autres. Donc c'était ce passage dans des collectifs à taille humaine de l'attribution spécialisée à la contribution qui fait que parfois, se sentir bien vivant dans son travail, c'est justement pouvoir en sortir tout en y restant, c'est-à-dire faire usage d'autres facultés que celles pour lesquelles on est payé. Alors, ce n'était pas tout à fait le propos aujourd'hui. J'espère que je ne vais pas vous mettre dans des... Alors que c'était joyeux, festif, détendant, etc. Je ne veux pas vous plomber en disant... Mais il me semble qu'il y a un vrai sujet de réflexion permanent qui ne sera jamais fini, à mon avis. Il dit, mais finalement, on a des hiérarchies, on a des organigrammes, on a des spécialisations des uns et des autres. Quelle porosité on pourrait établir pour que chacun rentre... non pas dans l'exercice d'une seule de ses facultés, mais pour que chacun puisse, en se mêlant de ce qui n'est pas vraiment sa compétence, de ce qui n'est pas toujours, en se mêlant, élargir sa capacité d'agir, élargir son pouvoir d'agir, élargir et répondre. Alors moi, je voudrais bien utiliser un terme qui me semble fondamental, c'est que ce qui fait un individu, c'est aussi sa capacité. Et ce n'est pas seulement sa compétence ou sa capacité. Et là, on va parler de sujet. Clac. Je passe au troisième terme. Vous suivez parce que je fais des tiroirs. Je referme comme dans les 1001 nuits. Et sa capacité, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire ce dont il n'a pas fait la preuve, mais qui est quand on dit t'es cap ou t'es pas cap quand on est petit, on ne l'a pas encore fait. Et on va y aller sous le regard bienveillant ou sous le regard incitateur ou sous le regard des fois moqueur, enfin bref, mais sous le regard de l'autre, on a envie d'y aller, c'est-à-dire de sortir de son précaré ou de sortir de son champ de compétences reconnu ou de sortir de ses seules attributions. On a envie d'aller ailleurs. Et
c'est là où je parle de sujet. Enfin, il me semble qu'un être humain, si c'est un corps, si c'est un individu indivisible ou une personnalité, c'est aussi un sujet. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un sujet? C'est que c'est un mot qui est apparu, en tout cas en philosophie, il apparaît depuis pas très longtemps. Il y a plein de pays où la notion même de sujet n'existe pas. Ça existe en Suisse? Non, on n'a pas le droit de parler. La notion de sujet, ça veut dire qu'on reconnaît, alors il y a toutes sortes de droits qui sont fondés sur la reconnaissance du sujet, qu'on reconnaît à chacun la possibilité d'être auteur, le sujet, verbe, complément, c'est-à-dire que chacun, quelle que soit sa situation, quel que soit son rang, quelle que soit sa place sociale, on lui reconnaît la possibilité d'être un sujet, c'est-à-dire d'être à l'origine non seulement de sa propre liberté, de sa propre responsabilité, mais peut-être à l'origine de ce qui peut mouvoir les autres, de ce qui peut mouvoir le réel. On dit finalement être un sujet, parce que j'aime bien utiliser le mot sujet, parce que ça me fait penser plutôt au mot auteur qu'au mot acteur. Et dans le travail, dans l'univers du travail, en général, on dit qu'il faut être des acteurs. On pourrait dire des actants, ceux qui agissent en fonction d'une commande. Et tant mieux, évidemment, on est des actants. On agit en fonction d'une commande. Mais on est des sujets au sens où on pense la commande. On est des sujets où on se trouve à l'origine d'un sens qu'on a envie de développer. On est des sujets aussi parce qu'on prend ses responsabilités, pas seulement pour soi-même, pas seulement pour ses propres actes, mais aussi pour les actes des autres. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette idée. Être responsable, c'est pas... Ça me fait beaucoup penser au... Je fais encore une petite parenthèse. Notre rapport aux ados. On dit, tu es responsable, occupe-toi, range au moins ta chambre, fais ton travail, etc. Occupe-toi de toi. Et c'est drôle, comme ce glissement en fait, de la notion de responsabilité pour soi-même, pour autrui, je veux dire, vers la responsabilité pour soi-même. Or, n'importe quelle organisation, n'importe quelle société, n'importe quel vivre ensemble, n'importe quelle communauté, évidemment, n'a d'existence et de réalité que parce qu'on a des responsabilités pour autrui. Et dans un hôpital, a fortiori, on a des responsabilités pour autrui. Est-ce que ces responsabilités, d'ailleurs, sont des charges, sont des lourdeurs, sont des accablements? Des fois, oui. Oui, des fois, on n'en peut plus. Mais la plupart du temps, non. Moi, je travaille beaucoup en EHPAD ces derniers temps. En EHPAD, ça veut dire établissement pour personnes âgées dépendantes. Donc, en Suisse, ça s'appelle comment EMS, voilà. On en parlait l'autre fois. Et quand on voit à quel point la souffrance de ces personnes âgées en résidence vient du fait qu'elles ne servent à rien et à personne, qu'elles ne peuvent s'occuper, et d'ailleurs, c'est drôle parce que les soignants leur disent « Mais non, mais occupez de vous. Qu'est-ce qui pourrait vous faire plaisir? Occupez-vous de vous. » Mais oui, mais je me sens vivant. Par exemple, si j'entends crier quelqu'un au secours, je me sens vivant si je suis capable d'aller le secourir. Enfin, on n'est pas seulement vivant quand on s'occupe de soi-même. Soi-même, ça veut dire son propre enfermement. Soi-même, ça veut dire ses propres angoisses. Soi-même, ça veut dire ses propres préjugés. Le soi-même, il est bon dans les moments de relaxation. Mais au travail, ce n'est pas le même qui nous importe, c'est l'autre, me semble-t-il. Et l'autre, alors qu'est-ce que c'est? Être responsable d'autrui, ça veut dire se mêler de ce qui ne nous regarde pas, peut-être, mais ça veut dire aussi, probablement, c'est pour ça qu'on est sujet, il me semble, ça veut dire aussi se sentir appelé. Ça, je suis très lévinassien, c'est un philosophe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Emmanuel Lévinas, il parle beaucoup de ça. Se sentir responsable pour autrui, ce n'est pas seulement une histoire de devoir moral, c'est une histoire d'expérience. C'est-à-dire, et c'est ce que des fois la division du travail ce dont la division du travail nous prive, histoire d'expérience, se sentir responsable. C'est-à-dire, si je vois un enfant qui se rapproche de la route, c'est une expérience que je suis en train de faire. Et mon instinct, mon réflexe, pour aller l'empêcher de traverser, de se faire écraser, il n'est probablement pas le fait d'un tu-dois moral que je suis en train de concevoir dans ma tête avant d'agir. Il est le fait d'une expérience de ma responsabilité, qui est presque réflexe. Est-ce qu'au travail, on est là-dedans? Moi, je crois que oui. Au travail, bien sûr, on se sent
responsable. Alors évidemment, la division du travail, moi j'ai animé un débat j'ai animé une fois par mois un débat d'éthique pour le personnel hospitalier à Paris. Et je me souviens justement, on avait parlé de la responsabilité, on disait, mais une infirmière, elle n'a pas le droit, je ne sais pas si c'est vrai en Suisse, elle n'a pas le droit de donner de médicaments, enfin il faut toujours l'effet sur prescription du médecin. Et puis il se trouve que là, il y a un patient qui ne va pas bien, elle connaît le médicament, elle connaît le patient, etc. Et le médecin, introuvable. Et je me rappelle d'une directrice qui disait, mais moi, je la couvre. Je regarde Chantal parce que je sais que elle est médecin. Alors je ne connais pas les autres médecins ici, mais il faut voir si elle va m'assassiner. Mais dis-moi, je la couvre. Enfin, en gros, ça voulait dire, oui, je peux prendre en compte son pouvoir d'agir et son sens de la responsabilité et de l'initiative. Donc je ne laisse pas faire comme ça en général, mais je suis des fois plus soucieux, effectivement, de ce pouvoir d'agir utile que du respect de la procédure. C'est un risque, évidemment c'est un risque institutionnel. On ne fait pas comme on veut dans une institution. Mais en même temps, si on faisait que ce que l'institution nous exige de nous, on ne ferait pas grand-chose non plus. Enfin, on ne ferait pas grand-chose. Non, j'exagère. J'en fais trop. J'ai ruminé cette idée-là en allant travailler dans une prison. Et je me souviens à quel point j'étais intervenu alors qu'il y avait eu 2 meurtres de surveillants. Enfin, c'était une période un peu... Le directeur avait été évidemment limogé. Enfin, donc un nouveau directeur qui était arrivé en disant aux surveillants je ne suis pas là pour vous aimer, d'un air de dire je ne suis pas psychologue, je ne suis pas assistante sociale, je ne vais pas vous consoler de ce qui vous est arrivé, mais ce que je vais faire moi, c'est remettre de l'ordre et de l'institution dans ce qui semble s'être un peu érodé. Et c'était drôle, cette prison, en plus c'est à Clairvaux, c'est dans un endroit assez austère, c'est la Champagne, c'est plat, enfin et puis c'est une des plus vieilles prisons françaises, enfin c'est quand même assez terrible comme endroit. Et donc on a besoin de se serrer un peu dans les bras, on a besoin de chaleur humaine dans une prison pareille, quoi. Donc quand il disait « je ne suis pas là pour vous aimer », là vraiment... Et donc les surveillants, en guise comment on dit, je ne trouve pas le mot, mais enfin de réaction pas contente, ont décidé de ne faire que d'appliquer la règle. Mais si on applique la règle en prison, par exemple, un détenu, il a le droit, et c'est le code pénal qui le décrit, c'est même pas le règlement intérieur, il a le droit à tant de minutes de téléphone par mois. Il vient de perdre sa mère, il vient de perdre sa femme, il vient de perdre son enfant, ou je ne sais pas quoi, et il aurait droit à tant de minutes par mois. Donc si j'applique à la règle, la prison explose. Si j'applique la règle à la lettre, la prison explose, ça ne marchait pas. Donc je me dis, mais oui, bien sûr, toute organisation fonctionne sur la capacité des sujets qui la constituent, la capacité effectivement à transgresser à bon escient un certain nombre de règles et au bon moment, évidemment. Ce n'est pas à s'en foutre des règles, mais aussi à repenser les règles, et ça aussi pour moi, ce serait le bien vivre au travail, c'est quand moi, sujet, je suis capable de repenser les règles dont on a besoin, les procédures, les process, les protocoles, enfin bref, tout ce qui est formalisation, à les repenser en regard des valeurs qu'elles sont censées servir. C'est-à-dire, une règle, c'est un peu, en EHPAD, on leur dit il faut frapper avant d'entrer. Dans la maison, on dit, c'est écrit noir sur blanc sur les recommandations de l'agence nationale, je ne sais pas quoi, enfin, il y a une agence nationale, écrit vous devez frapper avant d'entrer dans la chambre d'un résident. Ça s'appelle une règle. Alors il y a un soignant qui me dit mais ils sont tous sourds. Donc si j'applique la règle et si je ne vois pas derrière cette règle la valeur, à quoi ça répond? Et j'ai l'impression qu'effectivement, et là on va en venir à une chose dont je voulais vous parler, le sujet, ça cherche du sens. Et ça ne cherche pas seulement du sens qui serait là, planqué dans un coin, ça cherche du sens auquel il peut contribuer, il me semble. Être sujet, auteur, ça veut dire contribuer au sens. Le sens non pas comme injonction, mais le sens comme éclairage, comme éclairement, le sens comme possibilité de sortir de soi, le sens comme ce qui me nourrit, me donne du courage pour œuvrer. Parce qu'il faut du courage pour travailler quand même des fois.
Des fois, on a envie de rester devant le lac à regarder les canards. Il faut du courage, des fois, pour dépasser certaines situations difficiles. Et du coup, j'ai oublié ce que je venais de dire à l'instant. On va sortir de... Où est-ce que j'en étais? Non, juste avant. Juste avant. Sont tous sourds. Merci. C'est ça. Merci. Pardon. Et donc, je disais, évidemment, si je relie le fait de frapper à la valeur à laquelle ça correspond ou aux valeurs auxquelles ça correspond, c'est quoi les valeurs, par exemple? Dire les valeurs auxquelles ça correspond, c'est je veux montrer de l'attention à celui qui est dans la... Bon, c'est pas seulement je veux être poli et courtois, c'est aussi je veux lui montrer qu'il est chez lui, qu'il n'est pas dans un espace public. Je veux lui indiquer. Mais la valeur aussi, c'est que je veux me montrer qu'il est dans un espace privé. C'est-à-dire que je veux m'arrêter dans mon intention. Je passe de l'intention à l'attention. Et passer de l'intention qui nous fait une charge mentale importante, on a beaucoup d'intentions, je veux dire, on a beaucoup de prescrits en quelque sorte. Le travail, c'est plein de prescrits. À l'attention, c'est-à-dire, je vais récolter ici de la ressource, quelque chose. Il va me répondre, il ne va pas me répondre, je vais entendre. Bref, mes sens vont, à ce moment-là, me renseigner. Je ne vais pas être juste un exécutant. Donc je suis effectivement sujet à ce moment-là. Je suis sujet parce que j'ai un corps, parce que je suis un individu, et je suis sujet parce que je peux sentir le sens que ça a de faire un arrêt devant cette porte. Alors je vous donne un exemple dérisoire, tout petit, mais je pense que des exemples comme ça, on pourrait en faire vraiment beaucoup. D'ailleurs, je vais en faire d'autres. L'exemple du qu'est-ce que c'est que penser, qu'est-ce que c'est que bien vivre. Ça veut dire se remettre au contact d'un sens avec lequel on est en accord. Donc ça veut dire, soit on peut attendre les bras croisés que le sens nous arrive, soit on le cherche, soit même on le crée. Des fois on le crée à mauvais escient, parce qu'on crée un sens qui correspond à ce qu'on fait, et comme ce qu'on fait, eh bien, c'est peut-être une action détériorée, on finit par avoir un sens détérioré. Enfin, je ne sais pas si vous voyez, des fois on n'arrive pas à faire ce qu'on a à faire, et heureusement des fois pour se sentir bien en rentrant chez soi, on finit par changer le sens. Après tout, ces gens-là, on s'en fout, ou je ne sais pas quoi, après tout, je me déprends, enfin bref. Mais globalement, si on veut rester en accord avec un sens, le sens de ce qu'on fait, eh bien, il faut le renourrir sans arrêt. Le renourrir, ça veut dire le penser ensemble. Alors, par exemple, j'étais allé dans une chocolaterie, on faisait du très bon chocolat, une petite chocolaterie semi-industrielle, qui faisait du très bon chocolat avec des ouvriers qui étaient là depuis assez longtemps. La chocolaterie avait été reprise par des nouveaux dirigeants qui avaient envie de la revitaliser, ils avaient envie de faire plus de sous, mais pas que, ils avaient aussi envie d'augmenter un peu, de croître un peu. Et j'avais rencontré les ouvriers, et un par un, je leur avais demandé qu'est-ce qui rendrait votre travail plus édifiant, enfin, qu'est-ce qui viendrait nourrir votre bien-vivre au travail, qu'est-ce qui ferait que... Et tous, entre autres choses qu'ils m'avaient dites, tous, que ce soit le magasinier, que ce soit celui qui fait le marketing, que ce soit celui qui fait la maintenance des machines, ils m'avaient dit « j'aimerais bien être formé au chocolat ». Je trouvais ça quand même très intéressant. C'est-à-dire, cette fève-là, elle vient d'où? Elle a quelle propriété? Elle est cultivée comment? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Comment elle réagit? Je vois bien que le chocolatier, lui, connaît tout ça, mais moi, celui qui fabrique vraiment, qui fait les recettes, mais après, une fois que les recettes sont faites, ça passe en production, et puis ça y est, tout le monde fait sa part. Et moi, j'aimerais aussi d'ailleurs fabriquer du chocolat, m'avait-il dit. Donc on avait finalement... C'était pas très dur de répondre à cette demande. C'est vraiment pas très dur. La réponse avait été, on fait des vies ma vie. Tu vas avec le chocolatier passer une journée. La réponse a été, on fait une journée entière, un samedi, parce qu'on ne pouvait pas arrêter l'usine les autres jours. Mais bon, ils ont accepté de venir le samedi. Enfin, c'était un compromis économique. Mais quand même, un samedi, on va fabriquer tous ensemble du chocolat et on va même faire un concours de produits.
Et on peut dire que cette découverte d'un sens qui vient donner du sens à la petite contribution, ou à la petite plutôt attribution qu'on a, évidemment, ça donne de la ressource. Et je suis allé dans une usine qui fabrique des harnais électriques pour Airbus, et les gens disaient, c'était en Tunisie, et les gens disaient, nous on sait que la qualité c'est essentiel, parce qu'il ne faut pas que les avions ils nous tombent dessus. Donc c'est eux qui fournissent tout le fil électrique qui traverse l'avion. Et s'il y a une micro-fissure sur un fil, il y a plein de petits fils, micro-fissure, c'est une catastrophe. Donc évidemment, il y a toutes sortes de vérifications. Et on leur dit, ce qui est important, on a le droit à toutes les erreurs, à condition qu'on ne les cache pas. Ça, je trouvais ça intéressant pour l'hôpital aussi. La culture du droit à l'erreur, mais à condition... Le droit à l'erreur, ça marche que si on n'a pas caché et si on peut rectifier rapidement, évidemment. C'est-à-dire si le droit à l'erreur ne nous assigne pas à la faute ou ne nous assigne pas à, au blâme. Hein. Donc il disait, moi ce qui m'intéresse, c'est tu vois, la beauté du fil quand il est bien tendu, quand les fils, bref, il me montrait à quel point ils avaient un investissement dans la fabrication de ces harnais. Et c'était assez émouvant même de voir à quel point finalement il y avait un sens du beau et du bon travail qui était chez eux. Mais il disait, on n'a jamais pris un avion, malgré tout. Et en plus, on n'a jamais vu notre production intégrée dans un avion. Et ça, alors on sait bien qu'il faut faire ceci ou il faut faire cela. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Et moi, je crois que quand on parle de sujet, ça veut dire qu'on est des êtres de pourquoi. On n'est pas que des êtres de comment. Qui sait qui peut se passer du pourquoi ? D'ailleurs, on a tous fait cette révolution, à mon avis, dans cette salle, peut-être, dans l'éducation de nos enfants, parce que pendant longtemps, on répondait aux enfants, quand ils nous disaient pourquoi, on leur répondait parce que. Et puis, ça s'est retourné. On a changé l'autorité, et on a conçu que les enfants pouvaient être des sujets dignes d'intérêt déjà, et puis ça voulait dire que les enfants pouvaient être des sujets sources de valeur, que les enfants pouvaient être des sujets aussi à condition qu'ils comprennent. Enfin bon, on a considéré, c'est un gros virage de l'autorité. Je pense que ça a eu lieu en Suisse, à mon avis, autant qu'en France, qu'on ne dit pas à un enfant, quand on l'engueule, on ne lui dit plus baisse les yeux, on lui dit regarde-moi. C'est vrai en Suisse. Et ça veut dire qu'on voulait désormais non pas s'adresser à un individu servile ou obéissant, parce qu'on disait ça, il faut que les enfants obéissent pendant tout un temps, puis après, ils deviendront grands. Et puis on s'est dit non, après tout, s'ils n'obéissent pas, mais s'ils comprennent le sens, donc on ne va plus leur répondre, quand ils diront pourquoi, on ne va plus leur répondre parce que, on va leur répondre vraiment pourquoi. Et si on ne sait pas, on ira chercher avec eux. Enfin bref, c'est comme ça qu'on part dans des transactions infinies et que des fois ça fatigue. Mais moi je pense que c'est quand même... Comment ? Et des fois on lâche. Des fois on lâche cet idéal de reconnaissance de l'enfant comme un sujet à part entière. On le lâche parce qu'il nous emmerde un peu. Mais on le lâche aussi avec les patients. On le lâche aussi avec les clients, on le lâche aussi à chaque fois qu'on est dans la relation d'aide, ou dans une relation, évidemment qu'on le lâche. Hein. Et ça, alors, ce matin, j'ai participé à un atelier valeurs, et elle m'avait dit, il faudrait parler de tout le travail qu'on fait sur les valeurs. J'ai dit, ça tombe bien, c'est quand même un peu mon métier, je veux bien en parler, mais je lui avais dit, en échange, vous vous asseyez devant. Mais elle était là ? Ah mince, vous lui direz que j'en ai parlé. Parce qu'on fait tout un travail sur les valeurs. Donc, je reviens à mon fil conducteur. Je parle du sujet qui cherche du sens. Pour bien vivre, il faut comprendre ce qu'on fait, mais il faut aussi créer le sens de ce qu'on fait. Donc, on a mis en place toute une réflexion pour faire émerger 4 valeurs pilotes et ensuite faire vivre ces 4 valeurs pilotes. Je ne sais pas si on pourrait les appeler des valeurs motrices, des valeurs locomotives, des valeurs emblématiques, des valeurs communicantes. Alors là, tout à coup, ça ne prend pas tout à fait le même sens. Mais dans une organisation, est-ce qu'on a besoin de se donner des drapeaux ou de se donner des emblèmes ou de se donner des phares
Moi, je dis peut-être, ouais. Mais à condition de les faire vivre, et c'est le travail que font ces dames que j'ai rencontrées, d'essayer de les faire vivre. C'est-à-dire, mais faire vivre les valeurs, c'est pas rajouter de la morale sur la morale, c'est pas rajouter le fait qu'il faut frapper à la porte. Moi, je dirais. C'est dire, les valeurs, dès qu'on se met à en discuter, par exemple, ce matin, on parlait du respect. Alors, dès qu'on se met à parler du respect, évidemment, on a chacun un point de vue différent. Tout le monde dit oui au respect, c'est ce qu'on appelle un mot mana. Mana, vous voyez ce que c'est un mot mana, M-A-N-A. C'est normal. Mais je fais exprès de dire que vous... parce que j'imagine que... Mana, c'est un mot de Roland Barthes qu'il va chercher chez les Polynésiens. Il dit, ils ont des mots comme ça, ils avaient des mots comme ça qu'ils énonçaient, qu'ils prononçaient de manière incantatoire pour s'attirer la faveur des dieux. Donc le mana, c'est ce mot magique qui fait vérité à lui seul sans qu'on ait même besoin de le penser. Un mot devient mana dans une organisation quand il a fait ses preuves. On a dit oui, c'est très important. Par exemple, la qualité, je sais pas, le mot qualité à l'hôpital ou le mot, je sais pas quoi, un mot. Reconnaissance. Ou le mot reconnaissance. Mais encore, reconnaissance, c'est dans tous les milieux. Je cherchais un mot qui était propre à l'hôpital. Innovation. Ah, innovation aussi. Ah, innovation. Et qualité, ouais, hygiène. Ah oui, hygiène. Quand on dit hygiène, quelqu'un qui dirait je m'en fous de l'hygiène, viré. C'est ça. Il y a donc des mots valeurs, mais qui sont des mots mana, parce qu'on ne les pense plus ensemble, parce qu'on ne trouve pas en quoi madame pense ceci, madame pense cela, monsieur pense ce. Voilà. Donc effectivement, ça voudrait dire qu'on pense que ces mots peuvent faire sens et injonction de sens, hein, à eux tout seuls. Et à mon avis, c'est ça qui fait le mal-vivre, souvent. C'est-à-dire obéir à des injonctions de sens qui n'en sont plus parce que ça fait belle lurette qu'on ne les a plus pensées. Or, tout s'érode. Même quelqu'un qui a fait une thèse de doctorat, qui a travaillé pendant 10 ans sur un sujet, on l'interroge 10 ans plus tard, il connaît les résultats de son sujet, mais il est plus dans la vivacité du sens. Il n'est plus dans un sens que j'appelle moi un sens frais. Il est dans un sens mort. Un peu. Donc mon idée à moi, c'est que pour bien vivre au travail, des fois, il faut pouvoir revenir sur le sens de ce qui fait injonction pour tous, ce qui ferait sens commun, hein, mais qui doit être rediscuté, recritérisé, reconséquentialisé pour que ça redonne de la ressource à chacun. C'est ça mon idée du bien vivre. Qu'on retrouve de la ressource et du courage à travers un sens qui fait de l'essence. Enfin, c'est un jeu de mots. Je ne sais pas si ça marche comme jeu de mots, mais tu mets de l'essence pour avancer, quoi. Et il me semble que des fois, le sens fait essence, au sens où ça me redonne de l'énergie. Donc, les valeurs, pour moi, ce n'est pas des tu-dois supplémentaires, c'est au contraire le fait de pouvoir s'arrêter sur des tu-dois et de se demander à quoi ils riment, et s'ils riment encore à quelque chose, et quelles significations multiples peuvent se brancher les unes aux autres pour nous donner, pour faire guide, pour faire ressource et pour nous donner de l'orientation plutôt que pour nous donner de l'interdit. On dit la morale commande, l'éthique recommande. C'est joli comme formule. On dit la morale dit tu dois, ben ouais, tu ne dois pas mentir, tu ne dois pas voler. C'est vrai, jusqu'à un certain point. Et l'éthique dit tu peux. Mais pour dire tu peux, alors est-ce qu'on est des... Vous savez, en philosophie, on parle d'éthique de conviction et d'éthique de responsabilité. L'éthique, pour moi, de conviction, par exemple, se dire, bah oui, ma conviction, un président de la République arrive, mais il dit ma conviction, c'est ça. Je lui dis, bon, c'est bien gentil ta conviction, mais il faut qu'elle soit partagée, puisqu'on est dans un pays. Donc, dans une institution, c'est pareil. Bien sûr qu'il faut revenir à ses convictions pour s'ancrer un peu et pour pouvoir affirmer quelque chose. Mais en même temps, si ce n'est pas partagé, et si ce n'est pas partagé dans la vision de ce que ces convictions apportent comme conséquence,
évidemment, du coup, on perd le sens. Alors peut-être que des fois, c'est intéressant de se ramener à ses propres convictions, et des fois, ce qui est ressourçant, ce qui fait qu'on vit bien ensemble, c'est d'avoir repartagé des convictions pour avoir peut-être trouvé des compromis d'ailleurs, peut-être trouvé des solutions tierces. En tout cas, avoir redonné de la valeur aux valeurs, ce n'est pas seulement s'enraciner dans ses propres convictions intimes, mais c'est aussi trouver des convictions communes et qui fait guide en fait pour l'action collective. Alors la conclusion, j'avais préparé et en guise de synthèse de critères cibles pour bien vivre. Je me suis dit, je vais leur faire un truc un peu genre clé. Parce que le clé pour prendre soin de soi et des autres, take care, prends soin. Je suis allé dans une entreprise d'insertion en Suède et il disait take care, a better life is possible. Prends soin de toi, une meilleure vie est possible. Et je trouvais ça assez joli, prends soin. Et eux, ils étaient dans l'empowerment, développe ta puissance d'agir. Et pour moi, la puissance d'agir, ce n'est pas sur soi, c'est sur les autres. Ce qui ne veut pas dire le pouvoir, au sens j'exerce du pouvoir, mais si je ne transforme pas le réel, si je vois aucun effet de ce que je fais, ben, ça ne marche pas. Bon, bref, j'avais préparé quelques critères cibles, et c'était un peu en vrac, connaître, comprendre, contribuer, donc toute l'histoire du sens. Entre parenthèses, à propos du sens, je pense qu'il y a du sens acceptable, du sens désirable, du sens chaud, du sens froid et du sens interdit. Et si on a du sens chaud, c'est ce qui nous donne du cœur à l'ouvrage. Si on a du sens froid, ça veut dire bah ouais, c'est comme ça, il faut bien que je l'accepte, je fais partie d'une institution, je fais partie d'un métier, bah ouais, ça ne me branche pas énormément, mais je le comprends. Et si on a du sens interdit, ça ne faut pas le faire. Et je pense que sans arrêt, si on n'est que dans le sens interdit, on s'écroule. Si on n'est que dans le sens froid, au bout d'un moment, on s'épuise. Et si on n'est que dans le sens chaud, il n'y a pas d'institution. Il y avait devenir capable, pour moi, comme critère du bien vivre, c'est-à-dire la capacité au sens devenir capable. Je sais qu'ici, je peux désirer, je peux me sentir capable et je sais que je vais pouvoir apprendre et sortir les deux pieds que j'ai dans le même sabot. Je sais que dans cet endroit-là, j'ai l'occasion de ne pas rester dans ma seule compétence. Il y avait se sentir et se savoir utile et responsable. Et utile, il me semble, c'est peut-être ma déformation des EHPAD, là, mais sentir utile, c'est quand on a une vision pas seulement du jeu, pas seulement du faire, de l'agir, mais aussi de l'enjeu. Et qu'on a des retours sur cet enjeu auxquels on ne peut pas toujours contribuer, c'est-à-dire, enfin, je veux dire, on ne va pas jusqu'au bout, on participe pour une part dans son travail à quelque chose, mais l'enjeu global, est-ce que je peux avoir un retour une fois que c'est arrivé, une fois qu'on a fini? Est-ce que quelqu'un peut me dire est-ce que, voilà, pour moi, il me semble que la question de la reconnaissance, qui est un peu la tarte à la crème du monde du travail, enfin, on veut être reconnu, etc., mais on court après et on se fait du mal à attendre que son chef nous reconnaisse, qu'il lui-même attend de ses collaborateurs qui le reconnaissent. Enfin, donc, il y a une attente. Donc, parler de reconnaissance, il me semble que c'est d'abord parler d'attestation. C'est Ricoeur qui dit ça, Paul Ricoeur. Parler d'attestation, ça veut dire, si au moins je sais que ça existe, si au moins je sais que c'est fait, si aussi qu'on a mesuré quelque chose, c'est pas seulement c'est bien, c'est mal, c'est pas seulement quelqu'un me dit c'est formidable, c'est juste que je sais que ça a servi à quelque chose. Donc se sentir utile. Habiter le monde, on ne travaille pas dans un lieu unique, dans une île déserte, on travaille toujours dans un monde. Et habiter le monde, c'est voir ses ramifications entre le lieu où on travaille et le dehors. Alors la RSE, c'est ça son boulot, mais pas que. C'est-à-dire les patients qui rentrent dans un hôpital, ils viennent d'ailleurs, ils amènent de l'ailleurs. On sort, on va chez soi, on rentre. Bref, habiter le monde, c'est pas être dans une île, c'est pas être un insulaire. Et c'est peut-être même se dire, mais finalement, quelle hybridation, quelle connexion, quel mélange on peut établir entre ce monde-là, par exemple parce qu'un hôpital, il a un rapport avec d'autres mondes, une usine. Parce si on faisait une connexion, vous savez, l'intelligence, on dit que c'est des connexions hétérogènes.
Mais habiter le monde, c'est faire des connexions avec des mondes hétérogènes. Se sentir libre et juste. Bon, je ne commande pas ça. Je vais marquer dormir tranquille. Les conditions du bien vivre, c'est dormir tranquille. C'est-à-dire savoir aller se coucher. Mais c'est aussi évidemment être plutôt fier de ce qu'on a fait, avoir des critères pour savoir qu'on a fait du bon travail. Et que le travail à faire ou à venir n'est pas qu'un travail en retard. Parce que c'est comme ça qu'on ne dort pas tranquille. J'en sais un peu quelque chose. Il y avait faire autorité. Si, quel que soit l'endroit de la hiérarchie, on peut faire autorité. C'est-à-dire avoir une parole qui fait de l'effet. C'est-à-dire avoir une parole qui autorise d'autres et qui les fait grandir. Il me semble qu'être un être humain digne et droit et debout, c'est faire autorité, quelle que soit sa situation sociale et hiérarchique. Et, ça je vous l'ai dit en long, en large et en travers, user de ses facultés morales, intellectuelles et physiques, donc pas rester le cul sur une chaise toute la journée devant un écran. Et pour finir, aimer et être aimé. Bon, ça je ne commente pas.